Pour les gonades féminines, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les gonades féminines? Dans l'ordre. Ça a combien de fonctions? Deux fonctions. Quoi comme fonction? Et quelles sont ces hormones sexuelles? Les oestrogènes et la progestérone. Et quoi d'autre encore? Comment? Une petite quantité de? D'accord. Et qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que vous pouvez me dire encore sur ces gonades? Elles sont sensibles, oui, ça fait mal. Et pourquoi elles sont sensibles? Comment? L'innervation. Et elles sont sensibles quand? Elles sont sensibles chez certaines femmes un jour ou 2 jours avant la survenue des règles. On a un contexte hormonal, on a une sensibilité que ça c'est pas des histoires, hein. Ça c'est pas le réveil. Ça c'est pas l'histoire du réveil. Ça c'est pas l'histoire du réveil de l'axe du mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc elles sont énervées, elles sont vascularisées. Elles fonctionnent de façon cyclique. D'accord? Tout le temps. Avant la ménopause, oui. Mais avant la ménopause. Comment? De la puberté jusqu'à la ménopause. Et la puberté, ça commence quand? Oui. Comment? Du déclenchement de? Faut éviter ces histoires de déclenchement, de réveil. Celle qui est, je sais pas, ouais, il faut arrêter. C'est les séries Netflix ou c'est Star Wars? Ouais. Donc il n'y a pas d'activation, de sécrétion de ces hormones. En quelque sorte, c'est... Oui, mais c'est pas, il n'y a pas en quelque sorte en médecine, tout a un nom. Tout a un nom, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Oui, c'est important la terminologie. D'accord? C'est très important. Lorsque vous écrivez une lettre à quelqu'un, à un collègue, vous n'allez pas mettre n'importe quoi dans la lettre. Il faut décrire de façon précise. D'accord? Il ne faut pas parler d'axe du mal, ou de réveil, ou de patiente qui a je ne sais pas quoi. Non, il faut avoir une terminologie bien précise. D'accord? Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec les histoires d'aménorrhée. D'accord? Primaire ou secondaire. C'est quoi l'aménorrhée? L'absence des règles. Et c'est-à-dire? Depuis combien de temps? On a combien de types d'aménorrhée? C'est quoi l'aménorrhée primaire? L'aménorrhée secondaire, c'est par exemple ce mois-là. Non, dans l'ordre, je vous écoute. C'est quoi? Non, la primaire, c'est quoi la primaire? La définition exacte. C'est-à-dire, elle n'a jamais eu ses règles. Et c'est quand à laquelle est censée les avoir à peu près? 18 ans. C'est un peu tard, 18 ans quand même. 16 ans peut-être. C'est un peu tard, 16 ans. 18 ans? Et vous avez vu ça où? Les filles sont réglées à quel âge maintenant?
Moi, j'ai jamais vu une fille régler à 18 ans. Maintenant, avec l'alimentation et ce qu'il y a, c'est quelque chose qui est... C'est tardif. Elles sont plutôt réglées vers 12 ans, à peu près. D'accord? Il y a un certain temps, vers 15 ans. Maintenant, c'est beaucoup plus tôt. Et l'aménorrhée secondaire, c'est quoi? Et c'est quoi les origines? L'étiologie. Hein? Comment? Toujours? Comment? Donc on parle de... Il y a plusieurs types d'aménorrhée secondaire. Ouais. Quoi d'autre encore? Comment? Une ménopause précoce. C'est déprimant ça, une ménopause précoce. C'est déprimant, c'est rare quand même. Mais avant de parler de qu'elle soit ménopausée, parce que la ménopause, après c'est la ménopause. C'est plus mal aménorrhé. Quand on prend la pilule ou les progestatifs, qu'est-ce qui se passe? Et donc, qu'est-ce qui se passe en prenant la pilule? On a plusieurs types de pilules. De première génération, deuxième génération, troisième génération. Ça dépend du type de progestatif. Il y a des progestatifs seuls et des œstroprogestatifs. Oui, c'est des histoires de génération. Première génération, deuxième, oui, c'est ça. Les progestatifs seuls, c'est la première génération. Vous verrez ça l'année prochaine en pharmacologie. La première génération, c'est le progestatif seul. Et en fonction de la génération, il y a des fois où c'est contre-indiqué ou indiqué. D'accord? L'allaitement, les trucs, c'est autre chose encore, c'est la pharmacologie. Quoi d'autre encore? Ça peut être traumatique. Oui, il y a des accidents, il y a des fois c'est traumatique. C'est rare. On va voir en détail. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre encore sur les ovaires? Il recèle un nombre de gamètes. Est-ce que ce gamète, il est défini de la naissance à la mort? Il est défini, il est illimité? Oui. C'est-à-dire qu'on a un nombre illimité. L'ovulation, elle va se passer comment, l'ovulation? Oui. Vous entendez pas? Non? Mais si vous discutez entre vous, c'est normal que vous n'entendiez pas. Parce que là, vous êtes assis toutes les quatre. Vous savez ce qui manque ou vous ne savez pas ce qui manque, non? Il manque une assiette de gâteau et des verres de thé. Parce que depuis tout à l'heure, vous discutez, il faut m'écouter. C'est pour ça que je ne peux pas discuter en même temps et vous pouvez pas, si vous avez des questions, vous me les posez. Et donc, le 14e jour, qu'est-ce qui se passe le 14e jour? Il y a un pic de LH. Et qu'est-ce qu'il va faire ce LH? Il va déclencher l'ovulation. Et cette ovulation, elle se fait comme ça, ad aeternam, jusqu'à la mort. Elle s'arrête quand au moment du développement? D'accord. Et c'est quoi la définition de la ménopause? Ça va s'accompagner de quoi la ménopause? Et s'il y a quoi la ménopause? On n'a plus de... D'accord. Et donc, il n'y a pas de... Il n'y a plus d'hormones. C'est ça? Comment? Il y a des hormones ou il n'y a plus d'hormones? Il y en a ou il n'y en a plus? À la ménopause, il y en a ou il n'y en a plus? Comment? En quantité réduite, c'est ça?
C'est quoi l'histoire? Il y en a ou il n'y en a plus? Ou il y en a moins? Il y en a moins? Est-ce qu'on a les mêmes taux des différentes hormones? Ça, c'est dans ça. C'est ce projet de progestérone. Oui. Il y en a plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à la ménopause? Il y a une même médicament qui est à base des jurés des femmes mais non plus. Il y en a pas à base d'hormones. C'est quoi ce médicament? Il est utilisé plus chez les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. Les inséminations artificielles. Ah, c'est un médicament. Et il s'appelle comment? Et donc, qu'est-ce qui fait ce médicament? Je dirais une concentration élevée en ADH, c'est ça. Ah, Il va déclencher le bombardement des ovules. c'est la guerre, on va bombarder les ovules. Ah. Et donc, il est utilisé dans quoi ce médicament, c'est thérapeutique? Fécondation in vitro. Intra. Le I c'est pourquoi et le V c'est pourquoi, ouais, in vitro. D'accord? Le I c'est pour in et V c'est pour vitro. Ça c'est autre chose encore. Ça c'est autre chose. D'accord? Ça c'est pour les problèmes, les gens qui ont des problèmes de reproduction, de fertilité. D'accord? Qu'est-ce qu'on donnait avant aux femmes qui avaient en ménopausée, quand elles étaient ménopausées, qu'est-ce qu'on leur donnait? On leur donnait des traitements substitutifs hormonaux. D'accord? Ça, c'était il y a un certain temps. Pour la plupart des femmes, une fois qu'elles étaient ménopausées, pour éviter, on va dire, les manifestations physiologiques ou somatiques de la ménopause, les bouffées de chaleur, etc., 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 on ne va pas rentrer dans les détails gynécologiques, eh ben, on donnait ces traitements substitutifs hormonaux. Mais on s'est rendu compte que ces traitements substitutifs hormonaux, qui sont appelés TSH, eh ben, généraient un certain nombre de problèmes. D'accord? On avait la survenue d'un certain nombre de cancers. D'accord? Et on va dire de façon, en termes de santé publique, de façon globale, on a arrêté de donner de façon ubiquitaire, c'est-à-dire à n'importe quelle femme. Les gynécologues obstétriciens ont arrêté de donner ce traitement substitutif hormonal à toutes les femmes. On le donne à certaines femmes. D'accord? Parce qu'on avait au niveau mammaire la survenue d'un certain nombre de tumeurs, au niveau ovarien, au niveau du col de l'utérus, etc., etc. D'accord? Et c'est une preuve que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les hormones, lorsqu'elles sont données au-delà de leur délai, même si c'était des doses qui étaient relativement physiologiques, d'accord? Eh ben, l'organisme ne reconnaît plus le signal. D'accord? Quand on est ménopausé, on est ménopausé. D'accord? Ça sert à rien de donner les hormones. Là, on va sauter des gonades à l'histoire de la mélatonine. D'accord? L'hormone qui est sécrétée par la glande pinéale. Rappelez-vous, à partir de la sérotonine. De la sérotonine, c'est le précurseur. Ah oui, oui, la sérotonine. Attendez. Et avant la sérotonine, c'est la tyrosine, le précurseur. C'est le tryptophane. Pardon. C'est le tryptophane qui est précurseur. Je connais mon cours quand même. C'est le tryptophane qui va être précurseur de la sérotonine. Et la sérotonine, via des réactions enzymatiques, on va avoir en partie la mélatonine avec les noyaux suprachiasmatiques, d'accord, qui vont être déclencheurs et sécrétés. On va avoir une sécrétion qui va être, ou une production qui va être rétinienne et qui va être minime et qui va avoir un rôle paracrine. La rétine aussi sécrète la mélatonine, mais c'est un rôle local, autocrine voire paracrine, et on va avoir une sécrétion au niveau de la glande pinéale, d'accord, qui elle va permettre d'induire le sommeil.
Et bien cette hormone ou cette substance, lorsqu'elle est donnée, initialement avant c'était 2 médicaments. Je me souviens du Circadin, je sais plus c'était quel laboratoire, Pfizer ou je sais pas qui. Le médicament il s'appelait Circadin. C'était une mélatonine LP, c'est-à-dire à libération prolongée, d'accord. Lorsqu'elle est donnée quand il faut, c'est-à-dire que lorsqu'on a un décalage horaire ou elle est donnée avec des prescriptions d'1 semaine, 2 semaines, tout va bien, d'accord. Elle a de super propriétés, elles permettent d'endormir, elles ont un effet antioxydant. Par contre, lorsqu'on dépasse le délai, eh ben, on a beaucoup d'effets secondaires, d'accord, voire des effets qui sont néfastes. Le délai de prescription, d'accord. Chaque médicament, lorsqu'on le donne, on le donne pour un usage, on le donne pour un délai donné, pour une pathologie, pour une indication donnée, à des posologies données, chez un patient donné, d'accord, selon un schéma thérapeutique donné. Lorsqu'on sort du contexte thérapeutique, c'est-à-dire on allonge le délai, ou on augmente les doses, ou on diminue les doses, ou on donne pas on prend pas le médicament au moment recommandé par la prescription, et bien on a des effets indésirables, d'accord. Donc toute hormone, voilà, ou toute substance qui a une fonction, on va dire hormonale ou endocrine, lorsqu'elle est donnée en dehors de son contexte, d'accord, eh ben elle a des effets néfastes, d'accord. Les tissus ne la reconnaissent pas ou la reconnaissent plus ou traduisent le signal qui est normalement physiologique par quelque chose qui est bien souvent pathologique, d'accord. Donc ça c'est quoi? Ça c'est la classification de Tanner secondaire chez la fille. Donc on a S et P. S c'est au niveau mammaire, d'accord, et P c'est la pilosité pubienne. Donc en fonction des âges, la même chose, on va traiter. Il y a certaines filles qui ont des retards de croissance, d'accord. Ça c'est la même courbe que je vous ai montrée tout à l'heure avec la vitesse de croissance chez les filles. Donc, il est relativement beaucoup plus précoce. Ici, qu'est-ce qu'on constate ici? Ça, c'est les âges en années. Qu'est-ce qui se passe à 12 ans? À partir de 11 ans, 12 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Comment? On a une vitesse de croissance qui va augmenter, en moyenne. D'accord? Donc, ça, c'est toutes les courbes de croissance en moyenne. Ici, vous avez la moyenne basse. En ailleurs, vous avez la moyenne haute, le maximum. D'accord? Et c'est exprimé en centimètres par année. D'accord? Donc, on a en moyenne, comme je vous avais montré dans les schémas, en moyenne basse, à peu près à 12 ans, on a à peu près une croissance de 5 cm par an. D'accord? Donc, vous voyez que chez l'enfant, ça diminue de la naissance, ça se stabilise. D'accord, à 5 ans, en prépuberté, puis après, au moment de la puberté, d'accord, on a une phase prépubertaire, mais au moment de la puberté, donc la phase prépubertaire, où c'est à la fin de la phase en pédiatrie, où on a ce qu'on appelle le grand enfant, c'est-à-dire à 10 ans, d'accord, puisqu'on parle d'enfants, même en pédiatrie, les enfants, ils sont classifiés, petit enfant, grand enfant, et ben, on a une phase de croissance qui va être augmentée sous l'influence des hormones. D'accord? Alors que chez les garçons, c'était autre chose. Qu'est-ce qui se passe? À quel âge? On a une vitesse de croissance qui est à 11 cm par an et ça a lieu plutôt vers 14 ans, 15 ans. D'accord? Qu'est-ce qui nous montre ce schéma? Qu'est-ce qui nous montre ce schéma? Comment? Qu'est-ce qui nous montre ce schéma? Dans l'ordre de la naissance à la mort. Comment? Non, moi ce qui m'intéresse c'est de la naissance à la mort. Non, moi ce qui m'intéresse c'est de la naissance à la mort. Ça vous l'avez déjà vu après les trucs au niveau embryonnaire, on a un pôle maximal et tout ça. Moi ce qui m'intéresse c'est de la naissance à la mort. Qu'est-ce qui se passe à la naissance?
On a une population folliculaire. Et comment est-ce qu'elle va évoluer cette population folliculaire? Comment? Elle s'appelle comment en physiologie? Si je vous demandais d'interpréter ce schéma, c'est une représentation comment ça? Comment? Cette échelle, on passe ici de 1000 à 10 000, à 100 000, à 1 million. C'est une représentation comment ça? En mathématiques ou en physique? On parle de représentation semi-logarithmique, où l'échelle en ordonnée n'est pas respectée. Ça, c'est une représentation semi-logarithmique de l'évolution du stock folliculaire ovarien. D'accord? Là, on va s'intéresser de la naissance à la ménopause. Donc, est-ce que vous pouvez m'interpréter ça, s'il vous plaît, cette partie? Qu'est-ce qui va se passer? Du stock de quoi? Du stock d'huile. Là, en Algérie, quand on parle de stock, c'est soit l'huile, soit tout ce qui est alimentaire. Du stock quoi? Folliculaire. Donc, qu'est-ce qui va faire ce stock? Comment? Il va diminuer ou va augmenter? Il va diminuer de quel âge à quel âge? Elle diminue comment? Il diminue comment ce stock? Donc une représentation semi-logarithmique, moyenne, d'accord, avec, c'est divisé en deux. C'est quoi P5, P50, P95? Comment? Ça veut dire quoi P5, P50, P95? Comment? Non, concentrez-vous. C'est l'âge, 50. C'est pas l'âge. C'est quoi? Les années. Qu'est-ce qui se passe à la puberté pour cette population folliculaire? Pourquoi est-ce qu'on a une représentation comme ça, avec une courbe moyenne? Là, je vous demande de me l'analyser mathématiquement. Est-ce que c'est vrai que tout le monde est ménopausé à 52 ans? 50% peut-être. Comment? Parce que P50, ça faisait 50% des... Plus ou moins, oui. La population, c'est-à-dire qu'on a un écart qui est important. D'accord? Toutes les femmes ne sont pas, de même que l'âge de la puberté n'est pas la même. En général, plus on est réglé jeune, plus on est ménopausé jeune. Oui? Jusque-là, ça va? Ça, c'est statistique. D'accord? Maintenant, il y a des différences. Il y a des variabilités, ce qu'on appelle dans l'épidémiologie, inter-individuelles. D'accord? Mais là, elle a tendance à diminuer. D'accord? Donc, les jeunes femmes ou les jeunes filles ont tendance à être, réglées jeunes et ménopausées beaucoup plus jeunes. D'accord? Histoire de 50 ans, et ça dépend des populations. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des études d'épidémiologie. C'est pas moi qui le sors de ma tête, et c'est des études épidémiologiques mondiales, d'accord, qui comparent différentes populations sur différents continents dans le monde, d'accord, qui montrent qu'en 50 ans ou là en 100 ans, on a une tendance à avoir un âge pubertaire qui est beaucoup plus jeune et un âge ménopausé beaucoup plus jeune, d'accord. Donc ça, c'est pour vous dire que tout est moyen et rien n'est fixé. On a des variabilités liées à l'âge et des variabilités liées aux populations. Ce schéma, vous l'avez déjà vu, je pense. Oui? Oui ou non? Oui? Ça, vous l'avez déjà vu? Oui ou non? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête interne? Hein? On a une sécrétion de testostérone.
Qu'est-ce qui produit de la testostérone encore chez la femme? Comment? Les surrénales. La partie corticale ou la partie médulaire? La partie corticale. La zone réticulée. Et elle sert à quoi cette testostérone chez la femme? Elle sert à quoi cette testostérone chez la femme? Elle sert à quoi cette testostérone chez la femme? Hein? Elle sert à quoi cette testostérone chez la femme? Physiologiquement. C'est-à-dire masculinisation. Non, on va rester dans des normes physiologiques, d'accord? Je ne vais pas vous parler dans un cas de figure où on a par exemple un taux qui est anormalement élevé. Non, dans des conditions. C'est-à-dire que toutes les Algériennes, elles ont un taux de testostérone. Elles ont un taux de testostérone élevé. Non, on va rester dans la norme physiologique, d'accord? On ne parle pas de pathologie ou de taux anormalement élevé ou d'un taux d'aromatase qui est anormalement élevé. Eh bien, c'est un rôle physiologique. D'accord? Comme vous l'avez dit, de réparation, légèrement anabolisante, tout est équilibre. D'accord? Mais ça n'a pas le même rôle que chez l'homme. Ok? Et de même que les cellules n'ont pas les mêmes récepteurs, ou le taux de récepteur à cette testostérone que chez l'homme. Et ça, c'est lié au déterminisme génétique. D'accord? En fait, qu'on est XX d'un côté, XY de l'autre côté. D'accord? Donc, non seulement il y a une disparité entre les taux de testostérone homme-femme, mais également au niveau des tissus cibles, au niveau des tissus, en cas d'injection ou en cas d'augmentation anormalement élevée de testostérone, et bien au niveau de l'arsenal et du récepteur, rappelez-vous, c'est une action nucléaire, on ne va pas avoir le même effet, d'accord? Parce qu'on n'a pas les mêmes taux de récepteurs, d'accord? Vous avez déjà vu ce schéma ou pas? Hein? Avec le follicule, le corps jaune et tout ça. Oui? Ça, vous l'avez déjà vu. C'est quoi l'AMH? L'AMH. L'AMH, c'est quoi l'AMH? Elle sert à quoi cette hormone? Elle va détruire les canaux régulaires. Non, après après la maturation sexuelle. Elle sert à quoi l'AMH? L'AMH, ça sert à quoi? L'ovulation. Elle permet le développement des ovules. Son taux, il va évoluer comment avec l'âge? Il va augmenter ou il va diminuer? Très bien, il va diminuer. Qu'est-ce que vous pouvez me dire encore sur l'hormone antimullérienne? Très bien. Vous avez vu ça en biochimie? C'est bien, là c'est bien. Vous avez entendu? Non? Il faut bien ouvrir ses oreilles. Elle sert à quoi l'hormone antimullérienne? Elle donne une idée ou une indication sur quoi? Sur le stock ovarien. Folliculaire. Vous avez entendu? Et chez l'homme, elle sert à quoi l'AMH? Elle a une autre fonction en biologie de la reproduction, d'accord? Au niveau du sperme, elle est comptée, elle est aussi corrélée à d'autres choses, à d'autres paramètres, d'accord? Donc c'est une hormone qui a un rôle important, mais comme elle vous a dit votre collègue, elle donne une idée sur le stock folliculaire. Donc maintenant, on va voir ce tableau.
Ça, c'est la sécrétion. Ça, c'est l'évolution de la sécrétion de l'hormone antimüllérienne chez la fille en fonction de l'âge. Et comme elle vous a dit, votre camarade, qu'est-ce qui va se passer? On a un pic à peu près entre 18 et 25 ans. Puis après, on va avoir une diminution de cette hormone antimüllérienne. Et là, elle est exprimée en quoi, cette hormone antimüllérienne? En picomole. C'est quoi pico? 10 moins 12. Donc, c'est des concentrations extrêmement infimes. Et c'est pour ça que l'endocrinologie, c'est une spécialité très délicate, surtout quand on a ces retards de croissance à traiter. On a une disparité, on a des protocoles qui sont plus ou moins généraux, mais c'est toujours difficile d'estimer ou de prédire du moins le résultat qu'on va avoir. D'accord? Que ce soit pour des problèmes de fertilité, des problèmes de retard de croissance, chez la fille ou chez le garçon, ou chez l'homme, le jeune homme ou la jeune fille. D'accord? On a une très forte disparité, variabilité intra- et inter-individuelle. C'est-à-dire variabilité intra-individuelle, on peut injecter de la testostérone à quelqu'un à un âge donné, à 25 ans, et avoir aucun effet, et un an plus tard, ou refaire une deuxième injection 6 mois plus tard, et avoir des effets totalement différents. De l'agressivité, un début de gynécomastie, etc., etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est les origines et les causes principales des aménorrhées dites pathologiques. Donc on a les aménorrhées qui sont gonophoriques, ovariennes, hypophysaires, hypothalamiques, centrales, d'accord? En anorexie aussi, mentale, on n'a pas le comportement alimentaire de type anorexique provoque des aménorrhées secondaires, d'accord? Parce que la personne est carencée. Après, tout ce qui est aménorrhée primaire, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce tableau? Quand on a une origine... Dans les aménorrhées primaires, qu'est-ce qui a marqué dans les aménorrhées primaires, Anaya? Qu'est-ce qui a marqué? Je vous laisse lire. Syndrome de Rokitansky, je sais pas quoi, Kuster-Hauser, syndrome de Turner, ça il est connu. Dysgénésie ovarienne, hermaphrodisme, d'accord? Bloc de la 17-alpha-hydroxylase, adénome hypophysaire, syndrome de Kallmann de Morsier, bloc congénital. Qu'est-ce que vous vous rendez compte ici? CD? Donc ça vient de là. C'est observé déjà, c'est déjà des syndromes. C'est dans un contexte clinique bien particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça comme anomalie. Il n'y a pas que l'aménorrhée primaire comme anomalie. Il y a tout un tas d'anomalies. Et bien souvent, c'est aussi lié à la mère. En bas, qu'est-ce que vous avez en bas? Une origine avec virilisation. Vous avez traitement androgénique maternel. Ça veut dire quoi? C'est quoi un traitement androgénique maternel? Qu'est-ce qu'elle a fait qu'est-ce qu'on lui a fait à la maman? Elle a consommé des androgènes pour courir plus vite ou pour frapper plus fort. Hein? À but de compétition, et c'est vrai. Et on avait vu ça dans des... comment on appelle ça? Les femmes du bloc de l'Est en URSS, lorsqu'elles devaient préparer les Jeux Olympiques. Eh bien, il y en a même, elles allaient même à la compétition, elles étaient enceintes. Elles prenaient tellement d'hormones, elles prenaient tellement de testostérone que, voilà, les enfants à qui elles ont donné naissance, eh bien, elles ont ce problème d'aménorrhée primaire. D'accord? Parce que in utero, il y avait déjà une imbibation hormonale. D'accord? Mais on a rencontré ça chez certains sportifs, et spécialement un sportif du bloc de l'Est soviétique. D'accord? Soit de l'URSS, soit de tous les pays satellites. Ouzbékistan, Tadjikistan, etc., 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 Allemagne de l'Est. Donc elles ont eu des enfants avec ces problèmes. D'accord? De même que chez l'homme, ces traitements, vous m'avez posé la question tout à l'heure, ces produits dopants, est-ce que ça a une incidence sur les gamètes?
Oui, c'est une incidence sur les gamètes. D'accord? Et les hommes, il y a des hommes, il y a des footballeurs. Bon, je ne vais pas vous citer. Ceux qui connaissent un peu le football, quand il y a eu les différentes Coupes du Monde qu'il y a eu dans les années 80, il y a des footballeurs, dont chez nous, dans l'équipe nationale, qui ont été dopés et qui ont eu des enfants mal formés. D'accord? Ils ont été dopés. À l'époque, c'était encore la période soviétique. Il fallait gagner, il fallait ceci, il fallait cela. Donc, ils ont été dopés à certaines substances qui ont passé cette barrière hémato-testiculaire et qui ont produit une anomalie au niveau des gamètes. D'accord? Et malheureusement, ils ont donné naissance à 3-4 enfants par famille mal formés. D'accord? Et ça, on l'a su qu'avec le temps. D'accord? Donc, chez l'homme ou chez la femme, la prise de substances, on va dire, hormonales en dehors du contexte pour des raisons XY de performance sportive ou autre, ça a une conséquence, ça a toujours une conséquence. Une conséquence somatique ou une conséquence psychique. D'accord? Il y a des gens qui sont dépendants. Ceux qui stoppent à la testostérone ou à certaines hormones, eh bien, ils deviennent dépendants. D'accord? Donc, les aménorrhées secondaires. Synéchie utérine, insuffisance ovarienne primitive, ovarectomie, ça c'est qu'on enlève les ovaires, par radiothérapie, d'accord, chimiothérapie également, donc une origine médicamenteuse, une hyperprolactinémie, quand la prolactine augmente de façon anormale, importante, syndrome de Sheehan, hypophysite, d'accord, infiltration tumeur, fonctionnelle, moi je vous ai dit anorexie mentale, d'accord. Et quand on a des ovaires polykystiques, d'accord? Donc les origines peuvent être d'origine physique, médicamenteuse, comportementale, etc. Il y a même certaines sportives de haut niveau qui en soi, ça commence chez certaines sportives de haut niveau, ça dépend des disciplines, mais essentiellement dans des disciplines où il y a du combat, où il y a de la force, et bien il y en a, voilà, elles ont des règles qui sont perturbées, 1 mois sur 2, et certains ont même, au summum de leur entraînement, elles ont des aménorrhées secondaires, d'accord, parce qu'elles ne mangent pas convenablement, elles ne se reposent pas, du coup on a ça. Il y a la pratique sportive qui peut aussi provoquer ça. Et l'obésité. Comment? L'obésité. L'obésité. Ça peut être une origine, ça peut être une origine. C'est pas systématique, mais ça peut être une origine. Oui? Comment? Le stress. C'est-à-dire le stress. De ne pas avoir ses règles, d'être stressé, de ne pas avoir ses règles pendant 3 mois? Un stress chronique. C'est rare, mais ça peut être une origine, ça peut être une explication. Plus ou moins des perturbations. Mais écoutez, quand on a un stress qui est chronique ou qui est élevé, d'accord, et c'est caractéristique, et qui perdure plus d'un certain temps, là on parle ça accompagne bien souvent au niveau psy par de l'anxiété et par de la dépression, d'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir un taux de cortisol qui est très très élevé, vous allez avoir un taux de sérotonine qui est très très bas, la mélatonine aussi qui est très très bas, vous allez avoir du mal à vous endormir, on va avoir des troubles anxio-dépressifs, d'accord? Mais c'est pas systématique, c'est pas dans l'étiologie primaire, c'est pas quelque chose qui est le plus fréquemment rencontré, d'accord? Comment l'anorexie mentale rencontre améliorer? Au niveau du comportement alimentaire, vous savez c'est quoi l'anorexie ou pas? C'est quoi l'anorexie? La perte de l'appétit. L'anorexie, c'est quoi l'anorexie? C'est plus complexe que ça. C'est quoi l'anorexie? C'est quoi la différence entre l'anorexie et la boulimie? La boulimie, c'est quand elle mange, elle se font vomir. Bon appétit. Et l'anorexie, c'est quoi l'anorexie? Elle mange pas. Ou elle mange 2 feuilles de salade comme une tortue. C'est ça? Et elle veut faire un régime. C'est ça? C'est pas forcément, ouais. Comportement anorexique, c'est lié à un comportement de la prise alimentaire. D'accord? Je peux vous faire un cours de psy. Ça a plusieurs origines. D'accord? Et le fait de s'alimenter mal, et ben tout simplement, ça crée ça.
Ça crée des carences en macronutriments et en micronutriments. Macronutriments, glucides, lipides, protéines, en micronutriments, tout ce qui est essentiel, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, etc., etc. D'accord? Et lorsqu'on dit mental, Comment? Anorexie mentale. Comment? J'ai pas compris, c'est quoi votre question? vous avez dit que. On veut dire quoi par anorexie mentale? Le mot mental. C'est pas psychique. Mais c'est toujours psychique. Tous les comportements alimentaires liés à une augmentation de la prise alimentaire ou à une diminution de la prise alimentaire, c'est toujours mental. D'accord? Et entre guillemets, les réajustements alimentaires, j'aime pas parler de régime ou de trucs qu'on est censé diminuer l'apport calorique ou augmenter l'apport calorique, il y a toujours une composante psy derrière. D'accord? La prise de poids chez quelqu'un qui n'arrive pas à prendre du poids ou la perte de poids chez quelqu'un qui n'arrive pas à la perte de poids, on n'est pas à la banque, hein, c'est pas que des calories, c'est pas in and out, hein, c'est pas ce que je rentre et ce que je sors, non. C'est lié à un comportement alimentaire. Et le maintien d'un poids idéal ou d'un comportement alimentaire, c'est également régulé par un comportement alimentaire. D'accord? Et ça rentre. C'est pour ça que je ne vais pas vous faire un cours de psychiatrie. Tous ces trucs de type comportement boulimique, anorexique et tout ça, c'est ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire, les TCA. D'accord? Les comportements de type hyperphagique. D'accord? Comme certains chez nous, ils disent Allahu Akbar, c'est la guerre. Ils mangent tout. Ils mangent tout ce qui passe, c'est la tornade. D'accord? Et après, il va faire la prière du Tarawih et il se dit j'ai un coup de fatigue. Vous avez compris la dernière fois l'histoire de la sécrétion avec l'insuline? La sécrétion rapide et la sécrétion tardive. Hein? Précoce, c'est celle qui est tardive. Et c'est un maintien de l'hyperglycémie. D'accord? Quand on prend trop de glucides en général, et surtout en situation de jeûne, ça c'est pas une blague. Hein. Par exemple, quelqu'un qui rend son jeûne, je sais pas, Naya. Je sais pas, il pense, il chauffe qalb al-lawz ou l'azlabiyya, il se dit, Allahu Akbar, je vais tout manger. Et ben on a une augmentation de la glycémie, à l'état physiologique, quand tout va bien, ça va. Sa glycémie, elle est maintenue à combien notre glycémie? À 1. Oui, normalement à 1. Allez, on va dire à 1. Et parfois, quand on prend trop de glucides, qu'est-ce qu'on appelle? On a ce qu'on appelle un rebond, hypoglycémique. C'est-à-dire qu'on monte à 1,5, 1,6, 1,7, et après, boum, ça redescend, parfois à 0,7, et ça provoque ça provoque la sensation de fatigue, ça provoque l'étourdissement, la sensation de pas bien, et ça, cette réponse, elle est tardive. Comment? Des maux de tête, un étourdissement, une asthénie, une fatigue. Et ça, en fonction de la quantité de glucides qu'on a mangé, ça survient 1h30, voire 2 heures après la prise alimentaire. C'est-à-dire au moment du tarawih. Ou 2 heures après, il y a on dit qu'on a un coup de barre. C'est-à-dire qu'on se sent pas bien, on se sent fatigué. Alors qu'il a pris beaucoup de glucides. D'accord? Mais il en a pris trop. D'accord? Il a une sécrétion. Bon, ça, c'est des sécrétions d'insuline qui sont inadaptées. D'accord? Parce que normalement, on doit retourner à 1 gramme par litre. D'accord? On revient. Pour une aménorrhée secondaire, je vous montre rapidement ça. C'est pour vous montrer que c'est quelque chose qui est complexe. Ça, c'est le travail des gynécologues. Qu'est-ce qu'ils font quand il y a une aménorrhée secondaire? Ils font de l'HCG. C'est quoi un dosage HCG? Un dosage pour là? Déjà, ils voient déjà si elle n'est pas enceinte. C'est ça? Et après, on fait un dosage de prolactine. Ça sert à quoi le dosage de prolactine? Comment? Mais si elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas enceinte. Ça sert à quoi de faire un dosage de prolactine? Comment? Pour voir.
Pas forcément. Elle est sécrétée par qui, la prolactine? C'est qui la sécrète, la prolactine? L'adéno? Anté ou post? Pourquoi on dose la FSH? LH. Pourquoi pour voir s'il n'y a pas un problème hypothalamo-hypophysaire. Estradiol n'est pas ovarien. Et si on a beaucoup de testostérone, qu'est-ce qui se passe? C'est normal si on a un arrêt des règles. Hein? Testostérone endogène ou exogène. D'accord? Donc l'HCG, si c'est positif, ça veut dire qu'elle est enceinte. On lui dit félicitations. Comment? Si elle le veut. Si elle le veut, en général, elle le veut. La prolactine, quand elle est mariée. Hein. La prolactine. Qu'est-ce qui se passe, la prolactine? Si on a une hyperprolactinémie, prolactémie, qu'est-ce qui va se passer? On va faire une enquête. On va voir tous ces médicaments, tous ces traitements. D'accord? S'il y a un médicament qui est hyperprolactimiant, c'est bon. On a compris la source. C'est une origine médicamenteuse. Maintenant, s'il n'y a pas de médicament hyperprolactémiant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer d'un dosage à une imagerie. Donc cette imagerie, on va voir si on n'a pas d'adénome à la prolactine, de tumeur ou d'infiltration de la région hypothalamo-hypophysaire, d'accord, avec une hyperprolactinémie de déconnexion. Et ça, on va voir les structures, et ça, il n'y a pas beaucoup de structures qui font ça. Il y en a une à Alger qui fait ça. C'est la seule, je pense, qui fait ça au niveau national. D'accord? C'est des centres d'imagerie et des radiologues ou des radiologues qui sont surspécialisés dans ce type d'imagerie. D'accord? Parce que niveau hypothalamo-hypophysaire, c'est tout petit. D'accord? Et il faut que le test soit bien fait, ou que l'imagerie soit bien faite pour aboutir à un diagnostic. D'accord? On va pas... Après, on va rentrer dans un cours d'endocrinologie. C'est des modifications de structure au niveau hypothalamo-hypophysaire. D'accord? Et c'est des modifications de structure, elles doivent être diagnostiquées par un scan ou une IRM bien précis. D'accord? Par un défaut structural. Donc la FSH et le stradiol. Qu'est-ce qui se passe? On va parler d'insuffisance ovarienne primitive. Estradiol, LH, FSH, basse. Testostérone. On va parler d'insuffisance gonadotrope. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un IRM hypophysaire, hypothalamo-hypophysaire. On va voir la même chose des tumeurs. S'il n'y a pas des infiltrations par des cellules exogènes de cette région hypothalamo-hypophysaire, d'accord? Si c'est normal, on fait une enquête nutritionnelle, c'est-à-dire qu'on voit si elle n'a pas des comportements anorexiques, d'accord? Estradiol normal, FSH normal, LH supérieur à FSH, testostérone normal ou modérément. On fait une échographie des ovaires, et si on voit deux gros ovaires, on parle de dystrophie ovarienne polykystique. D'accord? Maintenant, si la testostérone elle est supérieure à 1,5 nanogrammes par millilitre, on fait un scanner de quoi? Et ça permet de voir quoi, le scanner des surrénales? Prolifération anormale ou des infiltrations, une échographie ovarienne, et on voit les tumeurs surrénaliennes ou ovariennes androgéno-sécrétantes.
Et qu'est-ce qu'on peut lui demander encore si la testostérone elle est élevée pour une aménorrhée secondaire? Ça pourrait être lié à quoi aussi? Je vous l'ai dit. Non. Voilà, elle se dope. Si elle fait du sport ou si elle fait un sport de compétition, bon, on va pas vous dire qu'elle se dope, hein, parce qu'elle va être exclue de la, comment on appelle ça, de la compétition. Mais il peut lui demander un dosage sanguin, et puis il y a des laboratoires de toxicologie où on peut détecter les substances similaires à la testostérone. D'accord? Parce qu'elle se dope, ou elle ou il se dope avec des substances qui sont similaires à la testostérone. Comment? Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. D'accord? Donc ça peut avoir une origine médicamenteuse. Ça c'est l'évolution de la FSH et de l'inhibine en fonction des stades pubertaires, d'accord, selon la classification de Tanner.